Bienvenue à tout le monde pour cette tchatch autour du film de Valérie Carnoy qui est à mes côtés, auteur de La danse des renards que vous venez de découvrir. Et dans un second temps de tchatch, nous retrouverons les deux réalisatrices et réalisateurs de la séance de court-métrage d'hier soir 18h30 et également du film Diego, Melissa Silvera. Ça, ce sera dans un second temps. On commence avec Valérie. Je l'ai dit, Valérie, tu es venue à Jindou pour un premier court-métrage. C'était en 2019, ça s'appelait Ma planète. Ravi de te retrouver cette année avec ton premier long-métrage. Et entre-temps, tu avais fait le film Titan, et non pas Les Titans, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un film que tu as fait en 2021. Pour commencer, Valérie, je me souviens que tu m'avais expliqué la fois précédente, quand tu étais venue à Jindou, que tu as eu un métier, un autre métier, avant d'être réalisateur. Ça m'intéresse parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas non plus complètement innocent par rapport au film que nous venons de voir. Tu veux bien en dire deux mots? Ouais, en fait, un métier, c'est un grand mot. Donc j'ai fait 5 ans de psychologie à l'université et j'ai travaillé 8 mois. Et après, j'ai abandonné. Donc je ne sais pas si on peut dire un métier, mais en tout cas, voilà, j'ai travaillé dans un centre de toxicomanie comme psychologue clinicien. Donc voilà. Alors tu nous as dit en présentation du film tout à l'heure que cette histoire, son point de départ était un petit peu autobiographique. Le film ne l'est pas, mais le point de départ, c'est-à-dire l'histoire d'amitié, l'histoire de l'accident, c'est ce que tu nous as dit. Ça veut dire que cette histoire ou ce projet, tu l'as depuis longtemps en tête? Alors, c'est intéressant qu'il y a des auteurs de cours aussi, puisque moi j'ai fait plusieurs films courts-métrages avant autoproduits, et j'en ai raté beaucoup. Et donc, quand on fait un film et qu'on les rate, on commence à se dire, bon, comment je vais faire un film pour le réussir cette fois? Et donc, le premier court-métrage... Qu'est-ce que ça veut dire, rater un film? Ça veut dire que votre père vous prend face à face au restaurant et vous dit que c'était vraiment raté. Et puis vous allez aux toilettes et votre meilleur ami revient vers vous et vous dit « Qu'est-ce que t'as fait? C'est complètement raté. » Donc oui, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous dire si vous avez raté votre film. Tout le monde n'en est pas capable, mais certains peuvent le faire. Mais quoi qu'il arrive, c'est normal de rater. Et quand arrive le film de fin d'études en école de cinéma, c'est un moment important puisque en vrai, on n'a pas énormément de chance dans le cinéma. C'est un art qui pardonne pas trop. Et là, il faut faire quelque chose qui fonctionne. Et c'est de là que je suis parti sur plutôt des sensations que j'avais beaucoup aimées, que j'avais ressenties dans ma vie et que j'aimais communiquer. Donc, j'aimais raconter ces histoires-là. Et je me rendais compte que souvent, ces histoires-là, elles plaisaient aux gens. En tout cas, elles captivaient leur attention. Et donc, sur Ma planète, tu es très au courant de ce qu'avait fait... je résume le film, parce que je pense pas que c'était il y a des années. L'histoire de Ma planète, c'est un homme qui a une planète à la place du ventre. En gros, il a un énorme ventre. Et ça ne plaît plus trop à sa femme. Et ils n'ont plus trop de relations amoureuses. Et donc, il va devenir la muse par hasard d'une photographe qui adore ce ventre. Et il va se servir de l'exposition de cette photographe pour reconquérir sa femme. En gros, c'était une histoire qui était à nouveau à moitié vraie. C'était l'histoire que mon ex-copine adorait photographier le ventre de son beau-père et mon crâne fraîchement garni. Et donc voilà, un jour, ça s'est retrouvé, ces deux images se sont retrouvées dans un musée. Elle m'avait évidemment quitté, elle m'avait juste passé le mot d'aller voir mon crâne au musée. En tout cas, cette histoire amusait beaucoup les gens. Ça a donné vie à mon premier court-métrage qui a fonctionné 7 fois. Donc je me suis dit... Et donc l'histoire de La danse des renards
à nouveau, c'est une sensation. Mais j'avais envie de travailler. Évidemment, c'est un long métrage, il faut être un peu sérieux. On a beaucoup de temps, donc on peut développer beaucoup de choses. C'est plus des petites histoires, même s'il n'y a aucune petite histoire, mais en tout cas, ce ne sont pas des choses comme le court métrage qui doit être plus synthétique. Et donc, j'avais envie de travailler sur la santé mentale et aussi sur la faiblesse. C'était des sujets qui me plaisaient. Et pour l'anecdote, l'histoire, elle est simple, c'est que j'ai traversé une vitre quand j'étais jeune. Et évidemment, ça m'a ouvert l'artère et le bras, une cicatrice. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de sang. Et à l'époque, j'avais 15 ans, ma mère n'a pas voulu faire une transfusion pour plein de raisons. Mais donc j'ai eu une grande période de faiblesse et j'étais en école de foot à l'internat. Et quand vous avez 15 ans et 1 litre de moins de sang, ben, vous êtes très faible. Et j'étais un gamin assez turbulent, populaire quand même dans l'école de foot. Et il y a eu une inversion des pouvoirs, puisque j'avais plus du tout d'énergie, j'arrivais plus à faire mon sport, je n'arrivais plus du tout à même tenir tête à mes compagnons. Et voilà, vous avez eu un accident, vous êtes passé à côté de quelque chose, quand même cru que j'allais mourir. Quand vous voyez que vous avez du sang, vous en envoyez partout. Et donc, il y a eu ce grand moment de sensibilité, de faiblesse. Et d'un coup, vous prenez du recul sur tout, vous recalculez tout, dont les liens interpersonnels et tout ça. Et c'est cette sensation de faiblesse qui m'a donné envie de faire ce film. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a une cicatrice dans le film. Ça, c'est vrai. Et cet âge-là de la vie, qui est donc l'adolescence, enfin de grands ados, je précise juste que dans le film Titan, tu étais sur une tranche d'âge avec des garçons encore, avec un rapport au corps toujours sensible, on va dire, mais ils étaient un tout petit peu plus jeunes dans le film Titan. Tu dis que toi, ça t'est arrivé alors dans le milieu du foot, de sport-études de foot, mais là c'est la boxe. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de la boxe? Alors, le foot, je trouve que c'est pas terrible au cinéma. Enfin, je suis un fan de foot, j'adore le foot, je regarde énormément à la télé, mais pas au cinéma. Puis il y a d'autres contraintes. Le foot, c'est 22 joueurs, parce que vous avez 11 titulaires et 11 remplaçants. En tout cas, une équipe, c'est 22 joueurs. Ce qui est beaucoup plus compliqué à mettre en avant au cinéma. Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est que quand vous êtes en école de sport, il y a différents sports. Tous les groupes sont des alliés, sauf nous en foot. Parce qu'en foot, on a une compétition qui est terrible, on est remplacé à tout moment. Et puis c'est un sport où on est constamment en train d'être dans la compétition. Tous les samedis, on joue même à l'entraînement, on est constamment regardé. Dans des sports comme les arts martiaux, dont la boxe, ce sont des sports où on combat très peu. On fait très peu de compètes. Et ce qu'on va faire surtout, c'est se livrer, combattre l'un avec l'autre. Et ce que me disaient souvent les jeunes, et même quand j'étais jeune, c'est que deux boxeurs qui vont faire un sparring, donc un entraînement, il y a quelque chose qui se crée entre eux. Et les jeunes me le disaient aussi, puisqu'on a pris, c'est un casting sauvage le film, sauf pour un acteur. Les jeunes me disaient souvent, parce que du coup on parle de boxe, ils me disaient souvent, tu sais, moi, dans cette société, je m'en prends plein la gueule et je peux rien donner en retour. Sur un ring de boxe, j'ai un accord tacite avec la personne qui est en face de moi, qu'on va pouvoir se donner des coups et en recevoir. Et il y a quelque chose qui est fraternel, en fait. C'est très étrange. Souvent, ils sont avec moi pour les festivals, ils l'expliquent beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se crée. Donc, ils ont une assez belle fraternité. C'est un sport qui fédère assez bien. Puis, ce sont des petits groupes. Et je trouvais que... Et en plus de ça, c'est hyper cinématographique. Donc voilà, j'ai pas été très loin aussi à ce niveau-là. Et donc, j'avais envie d'explorer ça. Ce qui est génial quand on fait un film, c'est qu'on découvre un milieu, on découvre un monde. Et donc, quand vous aimez ce monde-là, évidemment, c'est plus chouette à aller découvrir. Et donc, avec la directrice de casting, on a rencontré plein de jeunes et on a découvert aussi toutes les règles qui font qui ils sont. Et donc, voilà, ce sont plein de petites choses qui m'ont amené à ça. Puis, je trouvais aussi que c'était un sport, tu le disais très bien, j'aime bien filmer les corps. C'est un sport où on filme les corps, mais on filme pas n'importe quel corps. On filme des corps qui se déforment, on filme des corps qui se métamorphosent, qui changent. Et donc, évidemment, c'est plus intéressant
qu'une cheville tordue, comme au football. Tu viens de mentionner l'expression de casting sauvage. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et par là même nous parler du casting de ce film, avec notamment Samuel Kircher qui tient donc le rôle principal de Camille. Samuel Kircher, c'est déjà une fratrie de comédiens. Paul Kircher, son frère aîné, était dans le film Météore, pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu ce film cette semaine. Et c'est aussi le fils de Irène Jacob, qui est une actrice qu'on ne... Ouais. La double vie de Véronique, Blanc, Rouge, les films de Kieslowski, et il y en a plein d'autres. Même ma cinéphilie ne me permet pas de les nommer. Alors, le casting, à la base, ça doit être un casting sauvage. C'est ce que j'ai vendu, étant donné que Titan, c'est un casting sauvage. Et on va dire que La Danse d'Ernard, c'est une prolongation de Titan. Sauf qu'ils ont 17 ans, 18 ans et plus 14 ans, parce que filmer des jeunes de 14 ans, c'est un nombre de règles incalculable. Et vous ne voulez même pas... Enfin, on a changé d'âge. Donc le casting sauvage, à la base, pourquoi ? Je veux des jeunes de 17 ans. Souvent dans les films d'adolescence, on va souvent avoir cette tentation, au final, d'aller prendre des jeunes de 20, 23, 24, 25 ans. C'est très très commun. Je vois que vous êtes tous en âge d'avoir de jeunes adolescents, comme enfants ou petits-enfants. Non, excusez-moi, comme enfants. Non, non, pas tout le monde quand même, pas tout le monde. Non, j'ai fait une généralité, c'est très mal. En gros, pour évidemment être très curieux de l'adolescence, parce que c'est une période de ma vie que j'ai énormément aimée. Et puis après avoir fait le casting de Titan, quand vous commencez à faire du casting avec des jeunes, vous voyez tout de suite ceux qui ont 13, 15, 17, 20, 22, 23. Ça se voit en fait, que ce soit les corps, que ce soit la manière de regarder, que ce soit à quel point vous allez être vif, la naïveté. Il y a plein de choses qui font qu'on sait reconnaître l'âge. Et c'est un truc qui m'a souvent dérangé dans le cinéma, c'est de voir des jeunes qui n'ont pas l'âge d'avoir 17 ans ni 18 ans. Donc j'avais demandé qu'on ait de vrais jeunes de 17 ans, 18 ans, et qu'on fasse pour ça un casting sauvage, parce qu'évidemment, un acteur de 17 ans, ça a vite 20 ans, ça a vite 22 ans, et puis voilà, ça ne va plus, quoi. Donc le casting sauvage, il était élémentaire. Un autre truc qui est plutôt cool, c'est quand on fait un premier film, et qu'on n'a pas d'acteurs stars, donc de grands acteurs, évidemment il y a moins d'enjeux, étant donné qu'un acteur plus connu va demander plus d'argent et va rapporter plus de public. Donc travailler avec des jeunes qui ne sont pas connus, c'est possible, c'est pas la meilleure manière de vendre le film, sauf peut-être pour les films d'adolescence. Donc on est parti dans cette aventure et la production a décidé de payer bien à l'avance une directrice de casting qui est allée rechercher ce casting avant même qu'on ait les sous pour faire le film. Et donc, on a arpenté tous les clubs de boxe. Et je pense qu'elle a vu plus de 1000 personnes. Enfin, elle ne les a pas vues, mais elle a analysé plus de 1000 profils. Et on s'est retrouvés. Donc, évidemment, elle a fait tout le travail de son côté, un peu comme une programmation à Jindou. Tu ne vas pas regarder tous les films, quand même. Tu regardes... Donc, moi, je me suis retrouvé avec une centaine de profils. Et on a commencé ces tests. Et donc, on a commencé à rencontrer les jeunes. Puis Alicia... Cette petite filoute, elle m'a quand même glissé quelques noms de jeunes garçons d'agence. Donc les acteurs d'agence sont des jeunes qui ont déjà fait un film, généralement pas plus puisqu'ils sont encore très jeunes. Samuel, pour le coup, avait fait un film qui était le film de Bréa. Ouais. Et donc elle me l'avait mis. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un chouchou qui est Faisal Anaflou, qui est le rôle de Matteo, donc le second personnage principal. Et ils se sont retrouvés à deux au casting. Et Faisal n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il a joué avec Samuel. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec Samuel.
Et on est parti, on l'a sélectionné, et on est parti dans un long processus de répétition, surtout d'entraînement, parce que Samuel n'était pas un boxeur. Donc Samuel, il a bossé 5 mois, 6 fois par semaine. Donc voilà, il nous a expliqué, il nous a montré pourquoi il était un acteur. Et voilà, et tous ces jeunes, évidemment, comme c'est beaucoup de boxeurs, que c'est aussi des acteurs comme Samuel qui sont professionnels. Et puis il y avait le jeune Jeff Jacob, qui était dans Titan, qui lui du coup avait un peu d'expérience. Entre eux, ils ont pu se donner des conseils. Les boxeurs ont un peu expliqué leur philosophie, leur manière d'être, et Samuel aussi a donné des trucs et astuces par rapport au jeu et au cinéma, parce que c'est quand même un monde pour des jeunes ados qui ne connaissent en tout cas pas du tout ça. Faisal, qui joue le rôle de Matteo, lui, il était boxeur. Ah oui, c'était un boxeur de touche. Donc c'était un boxeur qui était champion d'Île-de-France à 12 ans. Puis voilà. Donc quand on boxe avant 14 ans, on bosse à la touche. C'est juste toucher. Après 14 ans, c'est un peu plus difficile. C'est des points. C'est-à-dire que lui, il n'est pas allé au-delà de 14 ans. Non. Ce sont des discussions qu'on n'a pas pu approfondir, pour être honnête avec toi. Parce que voilà, il y a la fierté aussi, mais je sais qu'il était un très très bon boxeur de touche. Saladin, par exemple, qui joue Koreb, lui est un excellent boxeur de frappe et qui va passer en senior et qui risque probablement, comme son frère et son père, de faire une petite carrière de semi-professionnel et qui sait peut-être pro ou peut-être acteur, parce que maintenant il ne pense plus qu'à ça, lui. Et tu disais que c'était intéressant, mais enfin peut-être que tu n'as pas le souvenir de ça, mais quand tu dis que Samuel leur a donné, lui, de son côté aussi, des astuces pour jouer, c'est-à-dire quand vous faites un film et qu'on vous demande 10 fois de faire la même prise, si vous n'y connaissez rien, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. En plus, vous êtes adolescent, vous n'avez pas spécialement la confiance et la connaissance du milieu. Quelqu'un comme Samuel, qui sait faire, en plus qui a travaillé avec une sacrée réalisatrice, donc je pense qu'il en a eu pour son compte, il y avait une manière c'était comme une sorte de guide. Et puis j'ai eu du bol parce qu'il y a eu une symbiose entre eux. Donc ils étaient très liés. Ils sont d'ailleurs tous restés amis. Ils se voient souvent. Puis de nouveau, c'est grâce à ce sport. Ils connaissaient tous le même sport. Sam, même s'il en a fait que 5 mois, il en a fait avec des coachs professionnels qui l'ont entraîné énormément. Il s'est mu d'amour pour ce sport, même s'il a déjà arrêté maintenant. Et j'ai lu que ton scénario a pu un petit peu évoluer pendant que tu travaillais en amont du tournage du film. Ouais, en effet. En fait, en gros, moi j'ai écrit des scènes, puis je leur ai fait lire les scènes, et puis mes mots, mes blagues dans leur bouche, ça n'a pas trop marché. J'étais très surpris d'ailleurs. L'adolescent qui était en moi s'était un peu planté. Non, et puis voilà, en fait, c'est surtout quand vous donnez des mots et vous faites dire des choses à des jeunes, vous voyez tout de suite dans leurs yeux si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous voyez tout de suite s'ils se sentent ridicules. Même quand on a fait les costumes. Je vais vous raconter une anecdote. Le petit Saladin, Koreb, c'est un gars qui aime bien la mode, qui aime bien être bien habillé. Il savait qu'il allait jouer dans un film et que tout le monde allait le voir. Et la costumière, elle est venue un jour et elle m'a dit, écoute, je comprends pas. Tous les vêtements que je lui fais essayer, je peux pas dire ça. Vas-y. Je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours trop petits. Je lui dis, mais écoute, c'est pas grave. Non, mais elle me dit, on voit un peu son sexe, quoi, dans ses costumes. Et en fait, j'ai appris qu'il faisait exprès, dès qu'il n'aimait pas les vêtements, de tirer les pantalons. Et même Anna, elle voulait des vêtements qui la mettent en avant. Quand vous voulez être bien habillé, parce que vous n'êtes pas professionnel, donc je ne vais pas demander la même chose à des jeunes qu'à des acteurs professionnels. Et donc, pour les mots, c'est la même chose. Et donc, ensemble, il y avait les grandes intentions de scène. D'ailleurs, ça, c'était assez intéressant. C'est que je leur expliquais les intentions de la scène, ce que ça allait être, et aussi certaines blagues auxquelles je tenais très fort. Et avec eux, on allait rendre organique toutes ces séquences. Et donc, c'est des mois et des mois de répétition. Évidemment, pas tous les jours,
total, on a dû faire une vingtaine de répétitions. Mais toutes ces répétitions, de un, elles ont uni le groupe. Et de deux, elles ont permis qu'ils aient confiance en moi, qu'ils comprennent que je n'allais pas les rendre ridicules. Et donc voilà, enfin, ce sont plein de petites choses qui font que le groupe se fédère et tout va bien, et tout le monde a confiance en tout le monde et ça marche. C'est aussi un grand problème que j'avais eu sur Titan, c'est que sur Titan, j'avais pas réfléchi aux personnalités. Donc je m'étais retrouvé avec 4 acteurs et un des acteurs avait comment on appelle ça ? C'était un problème d'ego, mais c'est surtout qu'il avait besoin de prouver qui il était, qu'il était quelqu'un. Il doutait de lui, il avait un manque de confiance et donc il devait toujours se mettre en avant. Et cette mise perpétuelle en avant de ce jeune homme, elle a énervé, elle a irrité les autres acteurs qui l'ont évidemment, comme dans Titan, mis un peu à l'écart. Et donc on se retrouve avec une synergie qui est mauvaise dans le groupe. Et donc le casting qu'on a fait là, avec Alicia, on a vraiment veillé à ce que tous les jeunes aient des personnalités complémentaires, qu'il n'y ait pas de jeunes qui aient des troubles de l'ego, ou même si on en a tous des troubles de l'ego, mais en tout cas qu'il y ait une synergie qui se crée. Ça a été très fort réfléchi et ça a plutôt bien marché. On avait envie de jeunes qui s'écoutent, qui écoutent, qui n'ont pas besoin de trop mettre en avant leur expérience. En tout cas, un acteur comme Samuel, évidemment, c'est magique puisque c'est un gamin qui est ultra à l'écoute, attentif. Donc voilà. Et il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans le film, mais il y en a quand même un. Tu as dit Anna Eckel, qui joue le personnage de Yasmine. Alors, Anna, comment tu l'as trouvée ? Parce que c'est une sacrée personnalité. Alors, Anna, c'est une footballeuse à la base, mais elle a des problèmes de cheville, donc elle a les tendons des chevilles distendus. Et donc, elle marche un peu avec les pieds qui... Et Alicia, elle habite à République et la production se trouve à République. Paris, évidemment. Et moi, j'habite pas à Paris, mais la prod est à Paris. Et elle l'a vue dans la rue marcher. Et elle m'a dit, je crois que j'ai trouvé. Mais elle avait des plaquettes à l'époque. Et moi, quand je la voyais en vidéo, j'avais l'impression qu'elle faisait 1m20. Elle avait une toute petite tête. Puis quand je l'ai vue en vrai, j'ai compris. Et on l'a rencontrée comme ça. Alors, il y avait plusieurs actrices qui étaient super. Elle ne correspondait pas à ce que j'avais écrit, Anna, à la base. Enfin, si, au niveau de sa personnalité. Mais au niveau physique, c'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Et elle a, en tant qu'outsider, elle était vraiment... elle a passé les tours les uns après les autres. Puis c'est devenu une évidence, quoi. Je me rappelle quand le chef opérateur Arnaud Guez l'a filmé, il était très impressionné. Et voilà, on est super content de l'avoir pris. D'ailleurs, elle fait un nouveau film là. Et je pense qu'elle va faire une super carrière. Mais je crois que nous, spectateurs du film, d'ailleurs, évidemment, les garçons la remarquent tout de suite. D'ailleurs, ils la voient avant nous. Et je crois que nous, quand on la découvre, quand on la voit, elle a tout de suite un aura certain sur son entourage, mais sur nous également. Ouais. Mais déjà, dans l'idée, il n'y a qu'un personnage féminin, écrivons quelque chose, en tout cas un personnage puissant, qu'on retient, et surtout qui est un peu en dehors de certains clichés qu'on peut voir dans différents films sur l'adolescence par rapport à des personnages féminins. Ça, c'était une envie. Puis, retrouvons aussi... Quel cliché ? Comment tu le dirais ? Mais je sais pas, moi. Mais en tout cas, j'avais aussi envie de retrouver un personnage féminin comme j'en ai rencontré dans les écoles de sport. Parce qu'il y en a plein des personnages comme celui-là, et depuis très longtemps. C'est juste que c'est que maintenant, depuis quelques années, qu'on met en avant cette féminité-là, si on peut l'appeler comme ça. Donc moi, j'avais envie d'un personnage qui sait répondre, qui peut en envoyer plein la figure, qui est capable de te mettre un gros coup de boule s'il faut. Et puis qu'il y a une certaine sensibilité, et en fait que tout se mélange, féminité, masculinité, qu'il n'y ait plus vraiment de barrière. Et donc ce personnage-là, c'est un personnage que j'ai rencontré plein de fois à l'internat de sport, et donc j'avais envie de retrouver ce personnage-là. Donc ça n'a pas été si facile à écrire que ça, mais je me suis inspiré de jeunes athlètes que j'avais rencontrés quand j'étais jeune. À la base, elle devait s'appeler Lara, qui était une fille que j'avais connue.
Puis finalement, elle s'est appelée Yas, parce que je trouvais que c'était cool, Yas. Et puis, ça casse aussi sur l'identité. On ne sait pas trop d'où tu viens avec Yas. Ça, j'aimais bien. Et voilà. Et ce personnage-là, pour rebondir dessus, je voulais aussi en faire une sorte de guide. Elle allait guider un peu comme dans le roman d'Emenian, où il va guider le personnage principal. Elle guide d'une certaine manière le personnage qui est Camille, mais elle ne le guide pas avec ses mots. Ce qui guide Camille, c'est la musique qu'elle produit, c'est la sensibilité qu'elle génère. Mais quand elle parle, elle n'est pas spécialement sensible. Elle lui dit même, elle a une attitude de compétitrice. Elle lui dit même, c'est la boxe, c'est le sport. Si tu choisis, c'est pour toi. Elle lui dit même à un moment, t'es doué, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Donc, elle n'a pas spécialement le discours inverse qu'on retrouve souvent dans le cinéma, pour répondre à ta question, du personnage féminin dont on tombe amoureux, avec qui on a une relation et qui nous fait vriller. Donc on enlève nos potes et on vit une nouvelle vie plus sensible avec le personnage féminin qui nous a appris la sensibilité. C'était pas tout à fait ça l'idée. Elle a cette sensibilité, mais elle ne l'exprime pas spécialement avec des mots, elle l'exprime par la musique. Et c'est ça qui plaît à Camille. C'est que Camille, il voit une espèce de personnage brut, entier, et quand il la voit jouer de la musique, il voit quelque chose d'autre. Et c'est là qu'il se voit lui, il se projette lui, parce que lui se sent sensible et affaibli dans ce qu'il traverse. Et cette espèce de miroir de la musique qui est utile. Puis, lui va dans la forêt pour observer l'animal. Elle se cache, parce qu'évidemment, les trompettistes, ça fait beaucoup de bruit, même si c'est très beau. Mais en tout cas, elle a la dignité d'aller jouer un peu plus loin pour pas emmerder tout le monde. Et donc, il y a cette rencontre qui se fait. En tout cas, c'est toutes des petites choses auxquelles on avait pensé avec les productrices du film aussi. C'était d'avoir un personnage qui était un peu en dehors des clous de ce qu'on avait pu voir. Et moi, ça m'a permis de connaître Théo Chartier, le trompettiste. Bah ouais. J'avoue que moi, je ne le connaissais pas. Des centaines d'heures d'écoute aléatoire sur Spotify pour le trouver. Et je te cache pas. Et c'est un Belge. Mais il est mort il y a 100 ans. Donc c'est libre de droit. Non, c'est très très beau. Et juste de citer, parce que bon, il faut qu'on puisse avancer un petit peu aussi dans notre échange, mais surtout avec vous. Bien entendu, on n'est pas insensible non plus à la suite du casting. Jean-Baptiste Durand, qu'on voit de plus en plus en tant qu'acteur, qui est réalisateur du film Chien de la casse et qui joue le rôle de Bogdan, et évidemment Raphaël Thierry, qui était dans le, pour celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être pu voir L'Envol hier soir à Catus, qu'on retrouvait dans le film de Piero Marcello, un acteur qui joue le gardien du centre. Tu as cité plusieurs fois donc ton précédent film, Titan, le court-métrage, et tu nous as dit là rapidement au passage, donc c'est le même opérateur image, ouais. Arnaud Guez. Et alors la question du filmage de la boxe, quelle question ça pose? Il y a une texture d'image qui est, qui m'a beaucoup plu, et quand je pense à la boxe et je pense au filmage du sport en général, tu parlais du foot, mais ça vaut pour tous les sports, ça vaut aussi certainement pour la mise en scène de la pratique des arts. Se pose la question de la crédibilité. Alors c'est vrai que moi, ne connaissant pas bien la boxe, il y a peu de chances que j'y redise quelque chose, mais voilà, la question du travail de l'image, du travail avec Arnaud Guez. Alors, c'est une bonne question. En gros, pour bien en tout cas pour arriver à faire quelque chose d'un peu différent et de nouveau, et en tout cas de réaliste en termes de boxe, puisque pour avoir vu beaucoup de films de boxe, souvent un film de boxe est très chorégraphié. Pourquoi c'est chorégraphié? Parce que, évidemment, les acteurs ne peuvent pas prendre trop de coups dans la figure, étant donné que même 4, 5, 6 coups, vous commencez quand même à le sentir. Donc, il y a énormément d'enjeux d'assurance et tout ça. Les grands films de boxe, généralement, sont des films où la narration, l'essentiel de la narration, est dans les combats.
Rocky, tout Raging Bull et tout ce sont des grands films où les champions doivent devenir des champions. Nous, on avait l'avantage de faire un film avec de la boxe, mais pas un film de boxe. Ce qui veut dire que la narration ne doit pas se situer dans les combats. C'est pas important. Ce qui veut aussi dire que les combats ne doivent pas durer 12 minutes. Ils peuvent durer 1 minute 20, peut-être 20 secondes. Vous avez compris en tout cas. Ils ont combattu, il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a souffert. Mais cet enjeu d'avoir de petits temps de combat, déjà c'était très bon financièrement, parce que ça coûte très cher de filmer de la boxe. Ça nous permet de rentrer dans une dynamique documentaire. Et l'autre grand avantage qu'on a, c'est qu'on n'a que des gamins qui savent se battre. Nohan, dans le dernier combat, est triple champion de France. Bocard est un sportif de haut niveau maintenant. Et même Manasseh, au tout début du combat, est un bon boxeur qui a de l'expérience. Et dès ce moment-là, on va travailler en position. Parce que le grand problème, c'est Arnaud Guez, c'est le caméraman. Il ne faut pas qu'il se prenne un coup dans la figure. Et l'autre grand problème qu'on a, c'est que moi, comme je filme des enfants qui se battent, et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est les visages de ces jeunes, j'ai besoin que la caméra soit très près des visages. Ce qui est emmerdant pour Arnaud. Parce que Arnaud doit connaître tous les mouvements qui vont se faire. Et donc, les chorégraphies vont se faire, elles se font souvent avec les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Évidemment, le caméraman doit toujours s'arranger pour être à l'ouest quand ils sont à l'est, et vice-versa. Donc tout ça est chorégraphié. Évidemment, comme on a les casques avec de la mousse, puisque c'est un film sur la boxe junior, ce qui n'est pas commun, ça nous donne plusieurs avantages par rapport aux autres films de boxe. Et donc ça nous a permis de rentrer dans un système de combat très naturaliste. Et c'est de là qu'est cet avantage. Et comme ça dure que 20, 30, voire 1 minute, c'est très facile à étudier, c'est très facile à se remémorer. Et donc on a pu créer des espèces de pseudo-combats, parce que de temps en temps, ils sont touchés. Pas tout le temps, mais assez souvent. Évidemment, ils sont protégés et ils savent ce qui va se passer, donc ils savent éviter. Et surtout, Arnaud savait toujours où se mettre pour pas s'en prendre une dans la figure. Et donc, on a cette sensation d'être au plus près, à l'épaule, dans le combat. Il n'y a qu'un combat où on n'a pas fait ça, parce qu'on voulait du point de vue de Camille, donc on a filmé hors corde, et on a filmé Faisal et son adversaire, qui sont 2 très bons boxeurs, et qui se sont livrés un vrai combat, avec quelques intentions. Donc je leur ai dit, voilà, désolé pour toi, mais c'est Faisal qui va gagner à ce moment-là et tout ça. Mais ça, c'est un combat qui est réaliste. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait un casting sauvage et d'avoir de jeunes. Parce que même les grands acteurs, quand ils combattent dans les films hollywoodiens, ils ne savent pas faire de boxe. Et donc, évidemment, vous avez cette petite dose de réalisme qui vient s'imprégner. Alors, le grain, ça, c'est une autre question. On a rajouté du grain, on n'a pas fait de 16 mm. Voilà, comme on filme énormément les visages, on est très près d'eux. Et le numérique, il a plein de qualités, mais pour vous parler un peu techniquement, il y a un côté un peu plasticine dans le numérique. La peau, elle ne bouge pas, elle peut rester très fixe. Quand on a des jeunes et qu'on a des gros plans avec des jeunes qui bougent beaucoup dans le cadre, on a besoin d'un peu d'organicité. Donc ça demande d'aller mettre du grain pour que, comme si la peau bougeait. C'est un peu plus naturaliste. Et comme on a beaucoup de gros plans, on a pris cette décision. Voilà. Et alors une dernière, pour ma part, avant de vous donner le micro. Et puis dans ce film, donc, il y a aussi un autre type de casting, c'est les renards. Ça vient d'où, ça, alors, cette idée? Alors, tu veux parier avec moi 20 €? Oui, vas-y. Pour toi, ils sont faux ou ils sont vrais? Ah, il y a des connaisseurs. Ah non. Faux ou vrai, tu dirais? Non, ils sont vrais. Ah, ils sont vrais. Les renards, ils sont vrais. La seule chose qui est faux, c'est qu'on a Ah oui, les dépouilles, évidemment. On n'est pas des... Et on est des artistes ici. Hein. Non, les renards, ils sont vrais. La seule chose qui va peut-être, c'est qu'on a dû travailler avec un bébé renard. Parce qu'un adulte, on peut plus... C'était un bébé qui a été trouvé, qui a été pris en charge par un dresseur animal.
Mais on ne peut pas éduquer un renard adulte, c'est trop compliqué. Puis ça pue énormément. Non mais c'est fou, hein, déjà un jeune, c'est impressionnant. Hein. Et donc les renards sont vrais. Et voilà, heureusement, c'est pas trop difficile ce qu'on lui demande de faire, c'est de bouffer, quoi. Mais ça a été vraiment des longues heures. Ça a beaucoup amusé l'équipe de tournage, parce que c'est pas du tout agressif comme animal. Donc il tournait autour de nous tous. Mais bon, voilà, quand tu lui demandes de manger dans une poubelle, il faut qu'il le fasse. Sauter et attraper un bout de viande, même s'il a été nourri comme ça pendant 2 mois, ben voilà, quand il va le faire, pourquoi il va le faire. Donc voilà, ça a pris du temps. En tout cas, pour l'aspect pragmatique. Peut-être que ta question, c'est pour l'aspect symbolique. Ah. Aussi. Et qu'est-ce que c'est ta question, du coup? Non, mais... Non, mais moi, très pragmatique. Quand j'ai découvert le film et que je les ai vus accrocher ces morceaux de viande, je me suis demandé... Enfin, j'ai trouvé cette idée très étonnante, tout simplement. En fait, c'est aussi pour sortir du film purement social. C'est d'aller amener... Bon, loin de là l'idée de faire un film avec des éléments oniriques et fantastiques et tout ça, mais c'est toujours chouette de les suggérer. On est quand même dans une société, même si on regarde des nuages, même si on regarde des animaux, ou même s'il y a des choses qui nous arrivent par des hasards, on va toujours aller mettre de l'onorisme dans notre vie. Donc c'est complètement adaptable au cinéma, social aussi. Donc l'idée des renards, c'est déjà de créer quelque chose qui les unisse tous les deux. C'est aussi d'en faire 2 adolescents qui ont une poésie qui est en même temps brute et belle, parce que c'est quand même brut d'aller pendre de la viande, mais d'une certaine manière, c'est très sympathique pour l'animal. Et puis ça me permet moi aussi d'aller amener des choses. Par exemple, le moment où l'enfant, le jeune, est dans le couloir, il est en sang et il voit l'animal dans le couloir, c'est tout à fait possible en tout cas. Nous, à Bruxelles, on a énormément de renards. Hein. C'est aussi pour ça que je parle de ça. Surtout le mercredi soir, le jour des poubelles. Ça, c'est très commun. Mais l'animal, de temps en temps, il peut se faufiler et aller manger autre part. C'est un animal qui est rusé. Et donc, pour moi, c'est probable que ça se passe. Mais j'ai aussi envie qu'on ressente la scène d'une manière onirique. Puis l'autre grand point, et pourquoi j'ai utilisé ça, loin de là de vouloir faire du symbolisme avec les renards, hein, faire un parallèle avec les adolescents. Ce que j'aime bien, c'est que cette amitié, elle est constamment mise en péril au moment où l'animal, lui aussi, est en train de vivre quelque chose de dur. Et donc, même si c'est inconscient, il ne faut pas comprendre ça. Et la personne qui a compris ça, c'est pas normal de comprendre ça. Mais c'est juste associer ça. Quand vous voyez que Camille est triste, il regarde par la fenêtre, il vient de se battre presque avec son meilleur ami, où il y a eu cette course-poursuite dans la forêt, puis que vous voyez l'animal brûler, par association, vous vous dites, il y a quelque chose de grave. Mais au final, c'est juste une rupture entre 2 amis adolescents. C'est pas un film qui élève de hauts curseurs. Hein. Et donc, moi, l'animal, il me permet toujours comme ça d'aller un peu amplifier la narration. Et en même temps, il me permet d'ajouter une belle touche de poésie. Et puis, je trouvais ça sympa d'aller alimenter ce huis clos, parce que jusqu'au championnat d'Europe, on est dans un internat. Et ce huis clos, c'est aussi une forêt, c'est aussi des animaux, puis c'est aussi des adolescents qui s'évadent. Donc voilà, c'est des petits éléments. Mais il n'y avait pas d'envie de symbolisme. En tout cas, j'ai déjà lu des critiques du journaliste qui me clashent avec ça. Ils disent que c'est complètement raté le symbolisme avec les renards, mais c'était même pas l'idée. L'idée, c'est d'apporter une petite note comme ça d'évasion et de jouer avec le cinéma aussi. Parce que filmer un être humain et filmer un animal, c'est complètement différent. Ce que ça amène à l'histoire, c'est aussi complètement différent. Et voilà. Et de rendre les récits un peu moins classiques. Alors, à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce magnifique film que j'ai beaucoup apprécié pour le coup. Moi, c'est juste une question assez anecdotique, mais dans la scène où on voit donc les 3 garçons qui se font sanctionner donc, pour leur lutte dans la forêt, le deuxième garçon donc, est avec son père, qui lui dit quelque chose et ensuite il fond en larmes. Donc c'est dans une langue étrangère que je n'ai pas reconnue et je pense que c'est voulu que vous... Non, c'est un problème de sous-titres. Ah bon, d'accord. Ouais, merde.
Mais en fait, c'est une version française. Ils l'ont jamais sous-titré. En fait, c'est du néerlandais. Ouais. Et il lui dit grossièrement qu'il va voir ce qui va se passer à la maison. Donc c'est une menace technique. C'est ce qu'on sent, mais sans... Attends un peu qu'on soit à la maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je lui ai même pas écrit la phrase. Hein. C'est lui qui l'a dit. Je lui ai dit, dis-lui un truc qui le fasse pleurer. Il m'a dit, je sais ce que je vais dire. Mais non, c'est une erreur. C'est bien que vous le souligniez, puisque cette version française, elle n'est pas sous-titrée. Mais bon, vous avez compris que c'était quand même dur. Ouais. On n'a pas parlé du décor, et notamment de ce décor assez impressionnant avec la scène de l'accident. Je me suis demandé où on était, et c'est très spectaculaire visuellement, très cinématographique. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu ? Alors la chute, c'est un des plus grands enjeux du film, parce que j'ai vu plein de films avec des chutes, et c'est toujours très compliqué, je trouve, les chutes. Donc on était vraiment ultra stressé avec ça, surtout qu'on avait que 5 heures pour la faire, un cascadeur. Et donc c'est presque un véritable petit miracle de montage orchestré de main de maître par Susana Pedro. Mais la chute, c'était un véritable challenge, et c'est énormément de contraintes qui nous ont amenés à ce résultat. Alors moi, à la base, je voulais que cet enfant fasse une chute qu'on pense mortelle, et qui au final n'en est rien. C'est quelque chose dont on va skipper dans la narration. C'était aussi une envie de jouer avec le spectateur. C'était, non, ça ne sera pas un film d'un jeune athlète super doué qui va se blesser et qui va devoir réapprendre à vaincre sa blessure. Non, on skippe tout ça. C'est pas le film. Et donc, même si tu sèmes des fausses pistes. Parce c'est que dans sa tête. Hein. Moi, j'ai pensé qu'il allait se mettre au taekwondo. Enfin... Pas à la trompette ? Ah bah dans la rencontre, non mais dans la rencontre avec cette fille. Et pourquoi ? Je pensais pas qu'il se mettrait à la musique, mais je pensais vraiment qu'il changerait de sport. Et c'est voilà. Ouais. Je t'ai coupé, pardon. Non, tu me coupes jamais, t'inquiète. Et donc, pour revenir sur la chute, en gros, on a imaginé plein de choses à l'écriture, plein de choses, et toutes ces choses étaient hors budget, ou elles étaient surtout biscornues. Enfin, rien n'allait. Et puis, on a découvert cette carrière. C'est une magnifique carrière de faux marbre. Un beau faux marbre belge. Et moi, j'imaginais des chutes phénoménales depuis les hauteurs de la carrière. Enfin, puis j'ai failli me casser la gueule tout seul à cet endroit-là. Parce que c'est un truc assez amusant. C'est que quand vous vous baladez dans ce que vous pensez être un décor de cinéma, ça devient fictif. Et donc vous prenez des risques énormes. Moi, je commençais à me mettre hyper près du bord en me disant c'est génial, alors qu'un pas de plus et j'y passais. Puis je me suis dit, cet endroit, il y a un vrai trick, ça peut marcher sur une glissade. Et à nouveau, quand vous faites quelque chose de simple, parce qu'en fait, c'est juste une glissade avec une pierre et une racine, c'est très pentu, ça prend vie. Donc on a juste dit au cascadeur, écoute, tu marches là, tu fais comme si tu voyais le renard. Donc évidemment, il fallait trouver quelque chose qui fasse qui court. Il fallait trouver quelque chose qui distrait son attention. Donc il le filme, le renard. Et ça nous permettait de refaire un lien avec le renard. Donc ce sont des choses qui sont arrivées après scénario pour aider justement la mise en scène de la chute. Et donc on le voit glisser, tout simplement, s'agripper à la roche. Donc ça, c'est le cascadeur qui fait. Il a juste glissé, il a très bien fait ça. Et puis on a mis Sam à sa place, qui a joué comme s'il y était, quoi. Et donc voilà, on n'a pas filmé de haut. Vous voyez, quand on voit souvent des plans de haut, on voit le jeune homme pendu. On s'est dit que la hauteur, on allait la comprendre en utilisant le téléphone. Et ça nous permettait aussi de nous focaliser sur l'acteur et de donner un peu plus de réalisme à la scène. Parce que souvent dans la chute, on voit quelqu'un tomber, puis hop, la caméra s'éloigne, elle se réapproche, et donc, où est notre point de vue ? Comment on vit la chose ? Et donc, on s'est dit au montage, voilà, on va juste nous focaliser sur lui qui tombe, on va même pas montrer d'où il tombe, et on va même pas montrer dans quoi il a atterri. Tout ça, c'est pour vous. Vous faites votre popote, quoi. Et donc, voilà,
Et étonnamment, ça a pris. Les gens s'imaginent pourquoi il n'est pas mort. Il y en a qui me disent il est tombé dans un buisson, d'autres dans un arbre. Il y a de tout, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette chute vous a plu. Enfin, à regarder, hein. Une question ? Bonjour. Alors juste un témoignage de spectatrice. D'abord un grand merci pour ce beau moment de cinéma. Vraiment, comme un jadot, à chaque fois on a des films qu'on n'aurait pas spécialement voir et voilà. Et juste en expérience de spectatrice, c'est un film que j'ai ressenti dans mon corps du début jusqu'à la fin. Alors, c'est un film aussi sur la douleur qui peut être dans la tête, dans le corps. Et je trouve que c'est un film, moi je ne suis pas restée en place sur ma chaise, quoi. J'étais sans arrêt c'est un film très organique, très réceptionné. Et c'est en cela aussi qu'il est beau. Et donc voilà, donc merci pour ce beau moment. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la douleur, ouais, qui est une des grandes intentions du film, c'est la dernière intention que j'ai trouvée, parce que c'est un film, c'est rempli d'intentions. Et évidemment, comme c'était un premier film, je n'ai pas tout écrit comme une partition de musique. Les intentions sont venues petit à petit. Et quand j'ai eu cette idée de la douleur, en tout cas de la douleur imagée, puisque c'est pas une douleur qui est réelle, c'est une fausse douleur, c'est une douleur qui est dans la tête, ça a ouvert énormément de pistes pour déjà que l'acteur comprenne ce qu'il est en train de faire. Et il y avait vraiment cette envie. Je trouve qu'on est dans une société qui bon, elle a été violente il y a des centaines d'années, mais elle redevient violente. En tout cas, avec les médias qu'on a, on arrive maintenant à bien médiatiser cette violence. Et la douleur qui, évidemment, s'en échappe de cette violence. Et j'avais vraiment envie de parler de santé mentale pour vous répondre et de montrer que la douleur, elle n'est pas toujours visible. C'est pas parce qu'on voit une personne qui est... C'est pour ça que j'ai très vite voulu que la blessure soit refermée. Et je vous ai montré que 20 images, la blessure ouverte. Un tout petit moment. Certains ne l'ont même pas vu, puisqu'ils ont peut-être détourné ou atchoumé à ce moment-là. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on ne voit jamais ce qui fait mal à cet enfant, mais la douleur, elle est là. Il essaye de nous la communiquer. Il n'y a rien de plus terrible quand on essaye d'exprimer une douleur qu'on ressent, mais que personne ne peut la constater. On a beau en parler, ce sont des choses qu'on ne peut comprendre qu'en regardant, qu'en étant dans les yeux de la personne. Et c'est ça qu'on a voulu faire à la fin du film, c'est qu'à la toute fin, son ami, il comprend dans son regard que ce gamin, il souffre. Il comprend qu'il n'est pas heureux, même s'il gagne les championnats d'Europe, même s'il y a cette ironie. Et donc, c'est un peu le regard qui va à nouveau les reconnecter, son meilleur ami Matteo et lui, parce que Matteo comprend enfin cette douleur. Et c'est pas évident de comprendre la douleur de quelqu'un, en tout cas parce que c'est impossible de la ressentir. Et c'est aussi là où on est très seuls les uns avec les autres. Parce que voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne pourra jamais communiquer nos douleurs. Je ne sais même pas si on voit les mêmes couleurs au final. Nous, on a la même chemise, tu penses ? Pas loin. Mais oui, et ça met en exergue au niveau du scénario, bien sûr, toute la transformation des relations au sein de ce groupe de garçons. Il y a nous notre empathie vis-à-vis de Camille, mais de l'autre côté, c'est pas du tout évidemment perçu de cette manière-là. Bonjour, merci pour votre film. Il y a quelque chose qui me vient en vous écoutant, c'est justement sur la place de la forêt et de la nature. Et comme vous partez d'une histoire d'adolescent, d'amitié, vous avez parlé d'un accident quand vous avez présenté le film. Et en fait, l'adolescence, c'est pas quelque chose qui existe dans les peuplades des chasseurs-cueilleurs, par exemple. C'est quelque chose de très occidental, cette étape de la vie d'un être. Et dans votre film, je trouve que ces deux personnages, en fait, vont quelque part dans l'aspect initiatique de la toute-puissance qu'on vit à l'adolescence, où on se sent immortel. Eh bien, eux, ils vont aller quelque part organiser une forme de rite initiatique en allant dans la forêt. Moi, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu dans le titre déjà le renard, et le fait que vous mettiez le renard, j'ai pensé au Petit Prince, quand même.
parce que voilà, votre personnage principal est quand même blond. Voilà. Enfin, moi, j'ai fait cette analogie-là. Et je trouve que votre film amène justement ce questionnement sur nos sociétés contemporaines, où le jeune peut être en manque, comme ça, d'être initié, pour pouvoir justement apprivoiser sa peur. Et votre personnage, comme il vit ce trauma avec cet accident où il se sent totalement impuissant, lui qui peut être performant avec son corps, eh bien, il va justement être confronté à cet aspect-là aussi dans son amitié. Mais ça, je trouve que ça dit aussi pour les adolescents aujourd'hui l'absence notamment de rites initiatiques, puisque chez les chasseurs-cueilleurs notamment, le jeune va être initié, l'enfant, pour passer à l'âge adulte, va être initié en se retrouvant par exemple dans la forêt, à devoir aller choisir son animal totem ou se retrouver en survie pendant quelques jours. Donc je trouve que voilà, ces deux jeunes amènent ça. Et alors j'ai une question, c'est le complexe, parce qu'en fait à l'adolescence, on peut être très performant avec son corps quand physiquement on arrive à être dans des prouesses, et il y a des jeunes adolescents qui eux sont complexés avec leur corps, parce que leur corps n'est pas dans la prouesse physique, on va dire. Et votre personnage est complexé avec l'odeur de ses pieds. Et l'odeur, c'est quand même quelque chose de très animal. Vous parliez, vous, du renard. Vous disiez que le renard sentait mauvais. Et il y a quand même chez ce personnage, cet élément que vous avez trouvé, il est complexé avec l'odeur de ses pieds. Donc je voulais juste avoir votre... voilà. Comment ça vous est venu cette idée, voilà, de mettre ça chez ce personnage, ce petit complexe quand même? Alors d'abord, je réponds à la première partie de votre question. Donc le sujet de Titan, le court-métrage, c'est justement un développement des rituels, puisque je pense qu'on a lu les mêmes auteurs. Mais je l'avais vu, Titan, j'avais beaucoup aimé. Ouais, voilà. Toby Nathan. Exactement. Ouais. Voilà, on parle évidemment de la ritualisation de l'adolescence. Le grand problème dans notre société actuellement, c'est que nos ados, en tout cas, même nos jeunes, ils n'ont plus de rites pour savoir quand ils sont des adultes ou pas. Et donc évidemment, ils en inventent eux-mêmes. Et souvent, ces rites qu'ils inventent sont catastrophique. Il y a la prise de risque. Et violent, oui. C'était exactement le sujet de Titan, où le rituel qui s'inflige ces jeunes les amène à une violence énorme et excluante. Enfin, voilà. Dans La danse des renards, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Mais on a tous des petites fascinations, des petites obsessions quand on fait du cinéma. Et moi, j'adore les rituels. J'en ai créé plein quand j'étais jeune. Je ne dirais pas s'ils étaient bien. En tout cas, c'est ceux-là qui m'ont coûté ça, cette blessure. Et j'avais envie d'en créer un qui était beaucoup plus poétique et qui, justement, nous amenait à... En fait, un scénario, c'est un casse-tête chinois. Donc, toutes ces petites choses-là vous aident à construire vos personnages et vous aident à donner du sens et de la cohérence. Et pour répondre à votre question sur les pieds, de l'organicité. C'est une recherche constante d'organicité. Camille, il est beau. Il boxe bien. Il est populaire. Putain de merde, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il ne faut pas tout avoir, en effet. Ouais. Eh ben non, il pue des pieds. Il pue des pieds, pauvre gosse. Eh ben, puer des pieds quand vous êtes adolescent, c'est terrible. Et pour l'anecdote, la scène... parce que c'est sur le billard qui dit à l'infirmière « N'enlevez pas mes chaussures ». C'est significatif, ça. Ouais. Ben ça m'est arrivé. Donc je me suis toujours dit, ça il faudra que je le place dans un film parce que c'est inattendu et en même temps ça peut être tout à fait réel. Et la productrice m'a longtemps demandé d'enlever cette histoire de pieds qui puent. Elle me disait, c'est un élément qui excuse-moi Julie, parce qu'elle m'a aidé énormément dans le scénario, donc. Mais c'est un élément qui n'est pas très significatif pour la narration. Mais moi, je trouvais qu'il nous apportait une autre dimension sur le personnage. Alors oui, peut-être que oui, ça aurait pu m'aider dans la narration parce qu'il aurait enlevé ses chaussures pour aller voir Yas ou je sais pas quoi. Mais non, je trouve juste que ça lui donne un défaut. Et qu'est-ce qu'on aime les personnes qui ont des défauts, au final? Enfin, c'est vrai, ça. Toi, t'as que des qualités. Il y a une question là-bas. Bonjour. Il me semble aussi que vous avez évoqué très rapidement une notion de violence paternelle, d'une souffrance dans l'enfance qui serait peut-être à l'origine de la boxe, je ne sais pas pour lui. En tout cas, sur cette cicatrice sur le genou, dont tu as presque le sentiment que c'est une lettre. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'était écrit, c'était mis en place. En fait, c'est l'idée du backup story. C'est le gros problème du huis clos, c'est le gros problème de l'internat.
Et c'était aussi ça qui fait la force du film, c'est que dans l'internat et dans le huis clos, ça me permet d'un peu éviter toutes les problématiques de milieu socioculturel. Donc les riches, les pauvres et tout ça, on est à l'internat, on fait de la boxe. C'est ce que vous avez mis dans le petit texte. Ben, ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité, donc je trouvais ça intéressant. Mais on a besoin comme ça de petits éléments qui nous permettent de comprendre d'où viennent les personnages. Mathéo, par exemple, on comprend par des petites choses qui vient d'un milieu sûrement proche du banditisme. Pour Camille, c'est différent. Donc l'idée n'est pas de montrer ce père, l'idée n'est pas d'en faire un sujet en lui-même, d'avoir ce père qui l'appellerait. L'idée est en faire d'un personnage fantôme qui existe, mais ces petits détails vont peut-être vous permettre de vous créer toute une autre partie de l'histoire. Et moi, ça me permet de gagner un peu de temps et d'argent grâce à votre fabuleuse capacité de créativité. Donc voilà. C'est des petits trucs. On est dans une économie du premier long métrage, donc on doit trouver plein de petites choses qui vont nous permettre comme ça de gagner du temps, de rendre le film plus straight to the point, enfin plus efficace, quoi. Donc voilà, c'était fait exprès. Puis il faut aussi qu'on comprenne, Camille, pourquoi ce gosse a fait de la boxe, pourquoi il s'est lié d'amitié avec Mathéo, parce que tout le film, au final, si ce trauma qui, après son accident, qu'est-ce que ça réémane? Ça lui montre qu'il n'est pas invincible, qu'il a peur, que ce sport lui fait peur, que peut-être les gens avec qui il traîne ne sont pas spécialement les gens avec qui il aurait traîné dans sa propre sensibilité. Et donc, cette interview à la toute fin du film, je trouvais que c'était bien. À un moment, on s'est dit on allait peut-être la mettre au début, puis on s'est dit non, mieux vaut la mettre à la fin. Ça donne un indice, mais qui ne va pas guider le spectateur pendant tout le film. Ça, c'était important. Ah, c'est pour ça qu'il a fait de la boxe. C'est parce qu'en fait, il a eu des problèmes avec son père et qu'il a eu besoin de trouver un jeune qui lui a donné cette confiance, peut-être d'affronter ce père. Et donc, peut-être que cette amitié, depuis le début, n'est pas basée sur des bonnes choses. Et donc, peut-être que cet élément... Et donc, ça permet de créer tout un circuit logique, presque un circuit électrique, qui fait que le film prend en tout cas de la cohérence. Et voilà, donc ce sont des petits trucs de narration qui nous permettent comme ça de comprendre les personnages et de les rendre plus réels. Et voilà, c'est plein de discussions avec les producteurs, les consultants de scénario, les lecteurs, qui font que voilà, on laisse des petits indices. Et est-ce que, Valérie, tu peux nous parler de la musique est très présente dans ton cinéma, il me semble, et elle est dans ce film. Enfin, elle accompagne le personnage dans ses émotions, dans ses sensations. Quelque chose même d'assez étonnant, j'ai trouvé, c'est que au moins une fois, peut-être plus, j'ai pas regardé plus. J'ai pas calculé ça, mais le combat commence et la musique arrive pendant la scène de combat. La musique a une autre inflexion dans ce qui est un petit peu la première rencontre entre Camille et Yasmine, enfin quand il l'espionne pour la première fois. Est-ce que tu peux nous parler du travail de la musique avec Pierre Desprats, qui est également, c'est également lui qui a travaillé sur la musique de Kika, pour celles et ceux qui ont vu le film qu'on a passé, film également production belge, qu'on a passé dimanche soir dernier. Alors, la musique, donc il y a 3 types de musique dans ce film. Donc il y a la musique, il y a la trompette, donc il y a Yass. Il y a la musique italienne, qui représente plutôt Mathéo, et qui, à nouveau, est un élément narratif qui va nous permettre d'enrichir l'univers de Mathéo. Si vous comprenez l'italien, c'est encore plus facile, parce que la musique... Vous comprenez l'italien, je sens qu'il y a des Italiens. Donc la musique italienne, elle raconte l'amour d'un homme pour une rue où il y a des prostituées et même la beauté d'un quartier populaire italien, de cette rue. Et le chanteur explique à quel point les plus belles choses naissent de la merde et rien ne naît des diamants, en tout cas. Et donc, moi, je trouvais que ça nous permettait de raconter tout
un pan de l'histoire sur la sensibilité de Matteo, de son père, de qui il était. Et donc, de nouveau, ça me permet de donner des indices plus intelligents qu'une petite ligne de dialogue. La trompette, c'est Yass. Il fallait un instrument qui nous saisisse. Évidemment, un cuivre dans une forêt, ça fonctionne à fond. D'ailleurs, les chasseurs l'emploient aussi, hein, même si c'est pas spécialement une trompette. Et donc, mais c'est le même style. Et donc, c'était quelque chose qui était important. Et puis, il fallait donner et trouver une musique assez puissante pour qu'on comprenne qui était Yass, que la musique soit aussi puissante que Yass. Et la musique qui est extra-diégétique, qui a été faite par Pierre Desprats, c'est évidemment Les Sensations de Camille. Et donc, ça doit être une musique assez simple, assez minimaliste. On a utilisé une texture un peu électronique, mais il y a de la viole de gambe. C'est une sorte de violoncelle et qu'on pince avec les doigts. Et donc voilà, ça, pour Pierre, parce qu'évidemment, moi la musique, c'est pas spécialement mon art, c'est l'art de Pierre. Donc moi j'étais à côté de Pierre qui me proposait des choses et j'essayais de le guider comme je pouvais, mais c'est un autre auteur, le musicien. On est plusieurs auteurs sur un film, il y a le scénariste, le réalisateur, le musicien, il y a les acteurs. J'espère qu'un jour il y aura les techniciens aussi, comme le chef opérateur, les preneurs de son et tout ça. Mais en tout cas, Pierre, il a eu cette sensibilité pour faire une musique discrète. Et en même temps, il utilise souvent des arpèges, donc 3 notes qui vont se répéter, pour que ça soit très simple, très minimaliste, qu'on rentre un peu comme dans une boucle infernale, qui est celle de Camille et ce qu'il vit. Mais ce qui était important aussi, c'est que cette musique ne soit pas tragique. Qu'elle y ait quand même quelque chose d'un peu doux, onirique à des moments. Et donc voilà. Mais c'est très compliqué de parler de la musique pour moi, en vrai. Moi, j'ai des idées, des intentions. Et donc voilà. Mais pour la musique de Pierre, ça n'a pas l'air. J'ai juste un truc, parce que ça, il m'a bien expliqué. Parce qu'un musicien, c'est génial. Hein, quand vous travaillez avec un musicien, il vous raconte vraiment comment il a pensé sa musique. C'est un sacré délire. Le dernier combat, moi, j'avais demandé quelque chose d'irritant, de strident, pour que vraiment on ressente, quand il regarde son adversaire qui est au sol, qui est KO, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a infligé de la douleur. Il y a un espèce de dégoût de lui-même. Et puis, soudainement, il va voir ce public, cette ovation. Et là, il y a toutes les émotions des adolescents qui se réveillent. Vous avez fait quelque chose, mais en même temps, il y a de la fierté. Dans le scénario, il a été écrit, il pleure, mais on ne sait pas de quoi. De joie, de tristesse, de fierté parce qu'il a gagné. On ne sait pas pourquoi il pleure. C'est de nouveau au spectateur de faire ça, en tout cas d'essayer de comprendre ça. Et Pierre, il m'a dit, tu vois, à un moment là, j'ai changé et j'ai recréé quelque chose de glorieux au moment où sa maman l'applaudit. Et donc, il avait changé la musique. Et donc, la musique va commencer à... C'est la musique finale, vous voyez, avant, quand on va lever ses bras. Elle est presque grandiose. Mais c'est très dur de composer de la musique quand vous avez 250 personnes qui applaudissent. Parce que les mains, c'est un sacré instrument. Et 200 fois cet instrument, il faut y aller, quoi. Et donc, il a dû créer une musique avec montée pour exprimer comme ça ce moment de gloire de Camille, alors que juste avant, il avait réussi à faire une musique qui nous enterrait presque. Et donc, il a dû unir ces deux musiques et ça va créer comme ça cette double sensation qui était l'intention dans le scénario. Mais ça, moi, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, ça c'est pour vous donner l'anecdote d'une des musiques. Je ne sais pas si on conscientise ça, mais en tout cas, il a pensé comme ça. Vous avez compris ça comme ça ou... Je sais pas. On a ressenti beaucoup de choses. Dans cette fin du film, il n'y a plus du tout le personnage de Yasmine. Je pense que Je déteste cette question. Surtout que le dernier plan, c'est avec elle, c'est quand ils sont sur le lit. D'ailleurs, elle elle-même est très marquée au visage. Enfin, et ça, je me suis demandé en le revoyant d'où venait cette marque. Enfin, comme si c'était pris un coup dans l'œil là. Mais elle est absente de ce. On aurait pu la voir dans le public, et bon, c'est par exemple, mais elle est je dirais ostensiblement absente. Déjà, dans le film, elle met un coup qui est assez violent et en gros, l'autre n'est pas blessé.
quand vous mettez un coup de boule et que l'autre n'est pas blessé, c'est qu'en fait, elle a tapé C'est toujours cette marque-là. son visage dans le front de LPF. Et donc, du coup, pas de chance pour elle, mais du coup, elle a les séquelles. Ça gonfle quand même vite quand on prend un coup dans ces zones-là. L'idée, évidemment, c'était que elle donne une leçon à Camille sur la douleur, puisque malgré qu'elle est surtout une trompettiste quand elle est blessée à la lèvre et qu'elle veuille quand même jouer, et lui est en admiration d'une certaine manière devant la passion de son ami. Donc ça, c'était l'idée pour faire un trait. De nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un guide. Un guide, c'est pas un personnage principal. C'est un personnage qui, d'un coup, va venir dans ta vie et va t'aider à quelque chose. Mais elle n'a pas envie d'une relation amoureuse avec lui. Elle n'a pas envie de l'embrasser. C'est pas ça son rôle. Son rôle n'est pas d'être l'amoureuse. Elle est là, dans toute son entièreté, et elle disparaît de la même manière. Et le film, c'est lui et Matteo. Elle est là, et elle va lui permettre de devenir quelqu'un, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas là pour être là à la fin du film. Alors on aurait pu la voir devant, au combat, être fier de lui, mais c'est pas ça le film. Le film, c'est elle qui disparaît au moment où il y a eu ce râteau. D'ailleurs, il tente, mais c'est pas... Il n'a pas de grandes ambitions, j'ai l'impression. Mais justement, c'est très... Pour d'autres raisons, c'est intéressant. C'est un peu lent. Hein. Et puis voilà, elle lui dit non, il se tourne et voilà, finito. Quoi. Comme ça devrait se passer. Exactement. Moi, je me suis demandé, toujours en le revoyant, c'est comme si le film est... le plan final, enfin les 2 derniers plans, ou les 3 derniers, est-ce qu'ils ont toujours été dans ta tête? Alors cette scène, ça a été la séquence la plus difficile à monter. Ça a été un véritable casse-tête, cette scène, parce que dans cette scène, j'ai aussi la possibilité de montrer Matteo pleurer. Et c'est là où il y a plein d'enjeux qui se créent. Donc de nouveau, je salue la monteuse qui a fait un travail exceptionnel sur ce film, qui était beaucoup plus expérimenté que moi. Et ça m'a vachement bien aidé. En gros, dans cette scène, ce qui est écrit à la base, c'est que Matteo se met à pleurer en écoutant la musique, comme son papa, voilà, avec des grosses lignes. Et Camille le regarde pleurer. Et il y a quelque chose entre eux où ils n'arrivent plus à communiquer. Et puis ils se séparent, l'un dans sa berline, sans son permis, avec son plein d'essence, et l'autre dans un tunnel vers un train, vers une vie peut-être et sûrement plus modeste que ce qu'il aurait pu avoir à travers la boxe. Puis on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est beau en fait de juste montrer 2 adolescents qui ont été meilleurs amis, qui pendant tout le film on a vu hurler, crier, se taper dessus, en tout cas qui ont toujours été dans l'action, soudainement se regarder sans pouvoir s'exprimer. Et donc on a ce chant contre chant, plus on a le visage de Camille qui est quand même gonflé et tout ça. On a le visage gonflé de Faisal parce qu'il a pleuré au moins 10 fois pendant les prises, donc tout son visage est gonflé. Et donc on s'est dit, mais là on a un chant contre chant de 2 personnes qui se regardent. Et moi je trouve ça hyper significatif. Et puis on a cet au revoir, et ça par contre ça a toujours été écrit. C'est une main timide qui, à travers la fenêtre, et puis évidemment ça lui donne tellement de joie de voir que son ami l'attend et le guette arriver vers la gare. Il le regarde une dernière fois. Donc moi je vois ça comme une séparation. Maintenant, l'idée n'est pas de... Je sais qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils vont devenir à nouveau les meilleurs amis du monde. Ça dépend si vous êtes positif ou fataliste. Mais en tout cas, c'était ces éléments-là. Cette main, sans voir son visage. Ce jeune homme qui n'arrive même plus à parler. La joie de Camille, ce visage, puis de dos partir. C'est des éléments un peu symboliques, mais ça me permettait de finir le film et de ne pas le finir sur la victoire au combat. Parce que là, on rentre dans une démarche qui n'est plus celle de l'amitié. Enfin voilà, c'était une manière de couper de mettre un point final à cette amitié. Et puis c'est 2 mondes, hein, parce que lui il repart quand même dans cette bagnole. Cette bagnole, elle est de mauvais augure quand même.
Et c'est effectivement, peut-être aussi, symboliquement, moi j'ai pris ce geste, mais c'est surtout quand je l'ai revu là, oui, bonne chance pour la vie. Il y a un petit peu cette... Mais c'est un beau geste. Moi, j'ai toujours trouvé saluer quelqu'un à travers une bagnole. Je trouve ça cool. Voilà. Ciao. Ouais. Je dis, prends ta bagnole et tu démarres. On n'a pas pu démarrer parce qu'il ne pouvait pas conduire. La bagnole était trop chère. Mais du coup, c'est vrai. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Et le geste de Camille aussi, du coup, et qui lui répond et qui est un très beau geste de revoir pour bonne chance à toi. Mais ça, c'est tout le talent de l'acteur qui ne sourit pas trop, qui en même temps ne donne pas trop. Puis évidemment, il y a le maquillage qui l'aide. Et puis voilà, qu'il lui dit au revoir. Moi, j'aime bien cette idée qu'ils partent dans le tunnel, un peu comme les vieux films. On voit souvent un gars qui part dans un tunnel. Et voilà, puis il y a des gens normaux, des gens du quotidien qui sont avec lui. Il n'est plus le gamin mis en avant. Il n'a pas été chercher son trophée. Il est là, voilà. Je trouve que c'était une bonne manière de finaliser, puis de parler d'amitié. Mais en tout cas, l'idée de ces deux jeunes, c'est un truc qu'on a trouvé au montage, qui ne se parlent pas dans la voiture, et on trouvait que ça marchait bien. Et on a beaucoup cherché pour avoir cette séquence-là. Il y a une question devant, peut-être une dernière. Attendez, on va vous donner le micro, madame, comme ça on va bien vous entendre. Moi, ce que j'ai le plus retenu dans ce film, c'est quand Camille dit « On m'aime pour ce que je fais, pas pour ce que je suis ». C'est ce que j'ai retenu. Ah ouais, vous avez une bonne mémoire. Mais écoutez, c'est... Ouais. En fait, c'est aussi les petites... C'est un peu cliché comme phrase, d'une certaine manière, mais oui, mais c'est quelque chose qu'on pense tous énormément. Et il fallait quand même qu'il le dise à Yass à ce moment-là, parce que même elle lui dit qu'il est talentueux, donc il se dit, mon Dieu, tout le monde m'aime pour mon talent. Ouais, voilà. Et même on a l'impression que ses amis, quand ils perdent, ils sont plus amis, et quand ils regagnent, ils sont amis. Donc... Ouais. Si, moi j'écoute ce que vous dites, hein, j'ai réfléchi, quoi. Ah, il y a encore une question là-bas. Bonjour, bravo pour... Peut-être levez-vous parce qu'on vous bonjour, bien, bravo merci. pour ce film. Je voulais juste savoir, moi, la suite. Quand est-ce que le film va sortir? Qu'est-ce qui est prévu? Et votre prochain projet aussi, si vous pouvez... c'est quoi qui vous anime pour la suite? Alors, le film il sort en mars, le 26 ou le 18, je sais déjà plus. Mais en tout cas, mars de l'année prochaine. Et voilà. Donc... évidemment, il y a un embouteillage de projets, mais on a décidé que ça serait une très bonne date pour le film. Donc en espérant que la météo sera mauvaise et que les gens iront le voir. Non, c'est l'ennemi du cinéma, la météo. Pas vous, parce que vous êtes de valeureux guerriers, même avec un temps pareil, vous allez vous enfermer. C'est ça en fait qu'il y a autant de gens. Ils viennent chercher le... Et pour mon prochain projet, alors, moi j'aime deux trucs, j'aime le drame et j'aime la comédie romantique. Et donc pour le prochain projet, je réattaque une histoire d'amour, comme j'avais fait avec Ma planète. Hein. Et donc voilà, ça va être une histoire de double vie. Alors, je peux pas trop en parler parce que malheureusement, c'est pas encore un film qui a ses financements. C'est écrit, mais on va commencer la grande quête, la chasse au trésor pour avoir ce qu'il faut pour le faire. Mais en tout cas, voilà, ça parlera d'un jeune garçon qui apprend que sa mère a une double vie depuis 25 ans et qu'elle trompe son père. Et cette maman va demander à son fils de l'aider à gérer cette double vie. Et ouais, elle n'a pas le choix, hein. Il n'y a que son fils qui peut l'aider. Et donc ce jeune homme va se retrouver et va partir dans le pays dans lequel sa mère a cette double vie, parce que c'est une femme qui a un métier important, qui voyage beaucoup. Et il va découvrir une autre facette de sa mère. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, il faut... Ah oui, parce que pourquoi c'est une comédie romantique? Parce qu'évidemment, ce jeune homme ne pue pas des pieds, mais il est extrêmement lâche. Et il est fou amoureux de sa meilleure amie, donc il propose à sa meilleure amie de partir avec lui, en se disant qu'il pourra enfin lui avouer son amour. Voilà, c'est ça, en gros, le film. Donc c'est ça sera un peu plus léger que La danse des renards. La danse des renards, le titre, c'était facile, ça, c'était... La danse des renards, le titre? Ouais.
En fait, non, on a beaucoup de nouveaux. Ça a été beaucoup de débats parce que ils ont voulu appeler le film À vif. Non. Non, l'idée du titre, c'est la danse. Déjà, la boxe, c'est de la danse. Si vous regardez des jeunes boxeurs, comme on se bat très peu en boxe, on fait beaucoup de shadow, donc on danse. Et puis c'était aussi la danse de tous ces jeunes autour de Camille, toute cette espèce de ce virevoltage d'ado, et tout ce qui va se passer autour de lui. Et le renard, c'était très important pour moi de le mettre dans le titre. Alors, même s'ils n'ont pas une grande importance dans le film, comme pour moi c'est l'élément de singularité du film, j'avais envie de le mettre. Puis, pour être vraiment très honnête avec vous, j'avais envie de fournir un titre qui n'ait rien à voir avec la boxe, et qui peut même paraître enfantin, mais en tout cas ce que je pense, mais de nouveau je suis pas du tout sûr de mon coup, mais j'ai l'impression que les titres dans le cinéma, plus c'est what the fuck, plus on a une chance que ça puisse non mais je pense sérieusement ça. Tu peux traduire plus c'est non mais en tout cas j'ai l'impression que un titre comme ça, étrange et singulier, ça peut comme ça appeler le film À vif ou Des muscles ou testostérone. Enfin, vous voyez quoi. Puis vous voyez sur l'affiche, il y a déjà des gamins pleins de muscles et tout. Donc, je sais pas, j'avais envie de créer un titre qui n'ait rien à voir avec l'affiche. Et ça, de nouveau, c'est intéressant. Ça fait partie du triangle du marketing du film. Donc nous, on a décidé de faire une affiche avec le jeune homme qui tire la langue. Donc il est avec son casque de boxe et il tire la langue. Et puis vous avez la danse des renards sur l'affiche. Je sais pas si tu as reçu l'affiche d'ailleurs. Tu l'as pas mis, hein. Je vois Marie qui me dit que non, nous n'avons pas reçu l'affiche. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas là. Non. Salaud. Mais avant le film suivant, faut quand même que tu profites bien de cette sortie du film. Et c'est ce qu'on te souhaite. Ah bah oui. Tout cœur. Bah, j'espère que le film. Parlez-en. Ouais. Le titre, vous avez la clé. Et voilà. Mettez si vous avez aimé, pas si vous n'avez pas aimé, mais si vous avez aimé, vous pouvez mettre des bons commentaires sur Jean-Baptiste Durand. Il me dit qu'il faut dire ça. C'est cette technique. Hein. Il faut mettre des commentaires positifs sur Allociné ou IMDb ou tout ça. Ou oh merde, j'ai Letterboxd. Mais si vous n'avez pas aimé, abstenez-vous. Merci beaucoup Valérie, merci pour ce film, merci à vous.